Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Ouverture philosophique. Série Art vivant. Co-dirigée par Jean-Marc Lachaud, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et par Martine Malleval, maître de conférence à l'Université de Lorraine. La série Art vivant a pour objectif de publier des ouvrages individuels ou collectifs, affirmant des partis pris esthétiques et artistiques critiques. Les champs privilégiés concernent le développement de pratiques transversales, qui bousculent les repères établis et les normes à partir desquelles était jusqu'alors appréciée et évaluée la création scénique, qui efface les frontières reconnues tant entre les arts qu'entre ceux-ci et d'innombrables petites formes et qui facilite le déploiement d'un art scénique hors limite. La représentation et la mise en scène de corps indisciplinaires, qui s'insurgent contre les conventions dominantes et fomentent d'intempestifs débordements salvateurs, en bricolant sans modèle préétabli et en dérobade constante, de troublantes et de provocatrices figures en tension. Les rapports complexes entre esthétique et politique, les nouvelles formes d'engagement et l'analyse de démarches, d'œuvres et de spectacles radicaux qui, refusant la logique de la domination et la soumission aux aliénations contemporaines, participent à l'émergence d'une esthétique de l'émancipation. Dernière publication. Martine Malleval sur la piste des cirques actuels, 2014. Cécile Boé Cinéma et politique en Syrie 1970 à 2010, 2014. Marc Jiménez Dire, l'art entre fiction et réalité, 2014. Cyril IASCI Le corps qui reste. Travestir, danser, résister. 2014. Esmélis TEZKAN Vidéo et identité. Pratique d'artiste au Brésil, en France et en Turquie, 2014. Yvain von Stebut Inventer son métier à la banlieue de l'art, 2014. Simon Hagman Penser les médias au théâtre. Les avant-gardes historiques aux scènes contemporaines, 2013. Eleanor Willow Light Show psychédélique de San Francisco. LSD, Art et Rock'n'Roll 2013. Aria. Night of the Iguana. The Jasmine is so mercilessly sweet. Night of the Iguana. Can you see the castanet? It's the widow and her lover boys. Down on the beach. Joni Mitchell, Night of the Iguana. 2007. Don't you know there's a warrant? Here now love, open your mouth. Pinchon Gravity's Rainbow, 1973-2001 sur 118. Leave your war a while, paper or iron war, pétrole or flèche, come in with your love. Pinchon Gravity's Rainbow, 1973-2001 sur 134. Look at the form of capitalist expression. Pornographie, Pornography of Love, Erotic Love, Christian Love. Pinchon Gravity's Rainbow, 1973-2001 sur 155. Et fils de change. After making love, Chili propped on an elbow watching him. Pinchon Gravity's Rainbow, 1973-2001 sur 225. I heard it in the wind last night. It sounded like applause. She now. End of summer. No more shiny hot nights. It was just the arbutus rustling. And the bumping of the logs. And the moon swept down Blackwater. Like an empty spotlight. Joni Mitchell For the Rose. 1972. Si la pornographie existe donc, dans quelques régions de notre histoire culturelle, philosophique, politique, ou bien dans quelques couches bien préservées de l'industrie filmique des années 1970, dans les excès des rockstars et dans la sauvagerie orgiastique des surfènes exotiques Tiki Tones ainsi que chez l'ordinaire vacancier de Pamela Anderson et Tommy Lee, dans la révélation au grand public des films stag réalisés dans un garage pour 27,50$ et chéris par Eugene O'Neill, dans une grande tactique économique prime time dévoilée par Paul Keegan il y a 10 ans, dans les poursuites judiciaires contre le O'Farrell Théâtre de San Francisco ainsi qu'au sein des groupes du New Queer Cinema de l'East Village NY, ou bien encore dans des cercles de l'imaginaire collectif qui émergeraient d'une nouvelle vision des genres sexuels, dans la théorie de la post-génitalité de Karl Abraham, dans celle de l'amour génital proposée par Michael Balin, dans celle encore du phallus imaginaire comme principe des apostrophes, l'équivalence des objets érotiques de Jacques Lacan, dans les chants orgastiques de Laila France ou de Kaimi Kari, dans la Wet Moon version Cool Hypnoise de Fleur de Lua,
Amalia Rodriguez, ainsi que dans les séries de nus photographiées par Spencer Tunick, dans les fantasmes produits par les interdictions et par les interdits du symbolique normatif ou dans l'une des érections, éjaculations, etc., du flâneur de Los Angeles Henry Chinaski, elle a sans doute ses racines ontologiques avant et au-delà du phénomène de la naissance des apostrophes. Un individu. Les Porn Studies, qui aujourd'hui s'incarnent dans une revue publiée par Routledge, ainsi que les sites porno-catholiques, qui visent à aider les croyants à échapper à la dépendance sexuelle, pour ne parler pas des mouvements antisexistes, qui se déclarent génériquement féministes, condensent depuis longtemps la pornographie dans le seul phénomène de la production de masse d'objets que nous dirons d'eux du désir. Ils arrêtent et limitent leurs analyses au seuil de la racine philosophique déterminante, en se concentrant sur la dominante industrielle qui, par ailleurs, informe les positions anti-pornographiques des avocats des victimes d'abus sexuels, devenus désormais par leur vocation à la censure des figures fantasques et vaugresques, elles aussi. La naissance, peut-elle donc désindustrialiser la pornographie, sans pour autant décorporaliser ce phénomène caractérisant l'évolution humaine d'une façon si profonde et irremplaçable que, par exemple, s'il n'y avait pas de prostitution, il n'y aurait même pas d'église et pas de politique, de la même façon que s'il n'y avait pas de syphilide, il n'y aurait même pas de religion ni d'État moderne, et s'il n'y avait pas de perversion, il n'y aurait pas de fascisme ni de bourgeoisie? La naissance achève deux processus biologiques qui ont, parmi bien peu d'autres, dont la mort, une importance culturelle qui sur le plan philosophique et politique serait proprement incalculable, soit non mesurable, non quantifiable, non échangeable, non négociable, non commerçable. Ces deux événements, condamnés donc à simplement circuler sans pouvoir être négociés en aucun cas, malgré les molestes et modestes efforts de commercialisation que les systèmes capitalistiques tentent dès les origines, arabes, méditerranéennes, indo-européennes, de la famille occidentale, auxquelles la naissance du chiot humain procure un certain aboutissement sur le plan socio-biologique, sont la fin de la vie intra-utérine et surtout, avant tout, l'accouplement sexuel. À la vie intra-utérine, qui biologiquement meurt avec la naissance en produisant psychologiquement l'inconscient, qu'un psychiatre italien nommé Inconscio Marcalmo, le nourrisson revient problématiquement à travers les rêves et les adultes y reviennent en régressant jusqu'à quand ils étaient des nourrissons, le lait maternel étant une sorte de porte de perception de la vie antérieure. À l'accouplement des parents biologiques, en revanche, nous ne parvenons jamais dans la vie. Cet événement qui est à nous plus que toute autre chose, au sens lacanien quelconque, est proprement perdu. Pornographique, au sens d'un texte écrit sur notre corps et dans la chair par la peau, est alors surtout notre humanité, cette continuité biologique ancestrale archétypique, au sens de Hillman plutôt que de Jung ou de von Franz, qui nous relie à une espèce animale parmi d'autres qui existait déjà lors de notre génération et qui existera pour l'avenir, toujours en transformation, en mutation, en adaptation, selon plusieurs en extinction. La censure, l'interdiction, l'interdit, le contrôle et les limitations sont les aspirations les plus ingénues de ceux qui estiment possible et à la portée de notre capacité politique juridique, sinon la compréhension, du moins l'expertise pratique des activités de quête des origines et de reconstitution d'un sens commun, partagé ou non pour l'humanité, pour notre humanité. Censurer la naissance, en d'autres termes, et tout ce qui renvoie à la procréation, en cassant religieusement, fanatiquement toute la vie qui existe bien avant et bien pro la création. Déjà ce propos est franchement absurde, illogique, dépourvu de toute consistance scientifique et culturelle, en plus de ce qu'il est tenacement antinaturaliste. En cela, la lutte pour tous, d'une Catherine MacKinnon qui se veut anticapitaliste, soit contre l'industrie du porno, se révèle par contre parfaitement compatible avec le soutien aux produits les plus solides du capitalisme post-industriel. La sclérose de l'imaginaire libertaire et le triomphe du symbolique normatif. En d'autres termes, la censure et le contrôle renforcent les interdits qui existent déjà en relation à l'imaginaire des origines, et qui sont de nature symbolique. La capacité symbolique des êtres humains se présente sous la forme des discours du pouvoir. Essentiellement, et historiquement, le pouvoir dué sur le langage. La parole, au contraire, est contre les interprétations bizarres d'une parole subsumée au langage ou pire au discours, est le reste inassimilable par le pouvoir langagier et par les structures du langage comme pouvoir symbolique et normatif. La parole, en d'autres termes, reste écrite sur le corps, dans la chair, par et à travers la peau. Et justement pour cela la parole,
chez Freud et Lacan par exemple, mais aussi dans des films particulièrement aboutis de Pasolini, tels Édipe-Heureux, 1967, et Salo, 1975, et les épisodes La Terra Vista dalla Luna et C'è cosa sono le nuvole, les deux de 1966, où le thème de l'opposition entre paroles libertaires et créatrices émancipatrices et discours, symboliques, langagiers, normatifs, castrateurs, est parfaitement et expressément posé correspondent à la structure dialectique imaginaire du manque et du désir. Le discours, y compris celui du sujet ou de l'hystérique ou du névrosé, mais dans l'économie de cette étude, du pervers et des pervertis aussi, va dans le sens du pouvoir, en comprimant les capacités émergentes de la parole, et dans l'économie de cette étude, de la bouche et des orifices par lesquels les animaux humains parlent. En fait, si Catherine MacKinnon se prête depuis Toward the Feminist Theory of the State, 1989, parfois son dernier livre aboutit, au moins partiellement dans sa partie marxiste critique vers l'État, aux attaques en nom de la liberté d'expression et des revendications d'émancipation sexuelle, c'est plutôt la nouvelle vague libertaire à tomber sur la scène de la politique sexuelle avec une naïveté inacceptable, surtout concentrée autour de la défense des apostrophes. Une position minime de reconnaissance de certains droits dits fondamentaux, qui en réalité sont élémentaires pour tout fonctionnement social, notamment le principe de non-nuisance et la primauté du consentement. La défense de la pornographie, en d'autres termes, est opposée aux censeurs au nom du discours hystérique plutôt que de la parole émancipatrice. Une critique des distorsions de la sexualité humaine, conduite à partir de l'identification idéologique entre liberté sexuelle, pornographie et industrie filmique de masse, pourrait-elle combler le vide de sens d'une sexualité qui n'est plus liée à la procréation, sauf dans la bioéthique, autre distorsion éthiciste et fétichiste de la primauté du corps dualisé dans une chair et un bio, et qui dans le même temps semble condamnée depuis longtemps à la répétition de la mécanique du couplement? Une censure du tournage, une interdiction d'usage, une sanction au plaisir, une stigmatisation de langage, condensée autour d'une scène, filmée, rêvée, imaginée, fantasmée, etc., au cours de laquelle des parties du corps se touchent de manière diverse et variée, pourront-elles donner du sens à la sexualité humaine, au sexe, à l'identité sexuelle, au désir, au plaisir, à la jouissance? Filmer le sperme qui jaillit d'une bite inconnue et en interdire la vision privée ou publique, ne sont que deux témoignages d'une insuffisance philosophique, politique, esthétique, sinon psychanalytique, psychologique, biologique, neurologique. Lorsque les anciens Romains impériaux abolirent le mot grec phallos pour le substituer par la formule bien plus ambiguë de fascinus, ils consignèrent aux générations à venir la problématique sémantique et politique de nommer le père, en opposant le mot qui se faisait discours, normatif, symbolique, indirect, asymétrique, répressif, tendanciellement autoritaire et paternel, à la chose qui se faisait donc parole de l'imaginaire, valeur d'échange pour ceux qui en étaient titulaires et qui aujourd'hui, par exemple, produisent et vendent la pornographie, et valeur d'usage pour ceux qui se contentaient de la chose manquante et qui aujourd'hui consomment la pornographie à tout niveau. L'interdiction du phallos au nom de l'amour, c'est proprement l'érotisme selon le réalisateur Tinto Brass, qui serait fondé sur l'obscurément imaginaire du signifiant phallique, donc sur la pure valeur circulante de l'amour manquant, correspondent à la consommation du phallus insignifiant qui fascine les hommes en les poussant à pratiquer l'amour des femmes. D'un côté. De l'autre, ce sont justement les actes manqués du tournage, ainsi que l'insistance insensée de la censure, à nous consentir d'entrevoir une dimension pornographique qui tente un frayage vers des projections d'émancipation qui seraient libertaires et collectives. C'est justement le bégaiement de l'actrice qui interrompt le discours, la lecture, la vision, le travail pour se livrer à la bite, au sein, aux fesses, au cul des partenaires, qui nous indique qu'il y a là, dans ce cinéma absolu, comme une régression heureuse, comme un amour absolu non susceptible d'être réduit davantage, ce que Alice et Mireille Balin appelleraient primaire, fondé en d'autres termes sur la prétention égoïste et incontournable à la tendresse, à l'embrasse, à la chaleur de la peau, au lait. Les sujets qui font l'amour, les corps qui baisent, les organes qui se touchent, sont les objets sexuels d'une relation érotique qui existait jadis lorsque notre imaginaire n'était pas encore colonisé par les relations de travail. Les acteurs de la pornographie, les objets d'une relation exceptionnelle et extraordinaire dans laquelle l'imaginaire est la structure et le réel la superstructure, sont les projections que nous touchons,
Homme et loup qui regardons de la fenêtre, régresser vers la vie qui existait avant la naissance, la vie des autres, de la mère et du père en tant que sujet, assumés subjectivés, suspectés assujettis, et qui nous touche à la distance de trop d'années écoulées de l'autre partie de l'écran, de l'autre monde qui est s'apostrophe. Offre fragile et sauvage au-delà du miroir, de la fenêtre sur la scène originaire la plus célèbre. Au-delà du fantasme du moi de la peau. Bibliographie, discographie. Discographie. 1. The Kulashi Pnoise, Fleur de Lua, Wet Moon version, Amalia Revisited 2004, Different World Difference. 2. Johnny Mitchell, Night of the Iguana, Johnny Mitchell, Shine 2007, Crazy Crow Music, Sony ATV. 3. Johnny Mitchell, For the Rose, Johnny Mitchell, For the Rose 1972, Asylum. 4. The Tiki Tones, Play Songs for the Suburban Savage, 1997, Dionysus Record. 5. Kaimi Kari, Una japonaise à Roma, Kari Momus, Aam Kitten 1995, Cru. Fuck. 1. Morceau sur les bouches. Je ne vous développe pas une psychologie, un discours sur cette réalité irréelle qu'on appelle la psyché, mais sur une praxis qui mérite un nom, érotologie. Lacan le séminaire. Livre X l'angoisse. 1962 à 63, 2004 sur 24. Le corps. Il a proprement 4 bouches, qui correspondent à d'autant types de pornographie, parfois à 4 définitions différentes de la pornographie. Si l'on suit Freud à la lettre, ce que nous n'irons pas faire, on le verra, les 4 orifices du corps bisexuel, bouche, anus, vagin et oreille, activeraient 4 phases sexuelles du développement psychologique de l'animal humain. On pourrait donc tenter d'abord l'hypothèse d'une pornographie orale. Il s'agirait d'une sorte de pornographie régressive, comme une déontologie des pratiques sexuelles dans laquelle la primauté du féminin soit confirmée par la jouissance absolue et primaire dans la bouche du partenaire ou de la partenaire. La masturbation, à savoir, en impliquant une régression, outre une dimension proprement imaginaire, saurait en être l'exemple le plus répandu. Cela expliquerait d'ailleurs, au moins à première vue, les raisons de la conformité des types d'éjaculation masculine dans les produits visuels de consommation de masse, l'éjaculation faciale ou buccale représentant la restitution du lait maternel, ne disons pas encore à qui il serait dévolu. Cette pornographie correspond à la vision sociologique et philosophique ainsi que juridique, de la pornographie, bizarrement aplatie sur la production filmique comme si elle était ou incarnait vraiment, au sens éthique, à contester, censurer, tolérer ou promouvoir selon les différentes positions politiques, la pornographie. Ensuite, on pourrait supposer l'existence d'une phase pornographique anale, qui exprimerait proprement le premier objet refoulé. Si le désir dans le stade oral est le refoulé de l'avant-naissance, la vie intra-utérine, inconsciente et inconnaissable, auquel le lait maternel donne une première consistance imaginaire, le désir de la phase anale est donc la vie en nourrisson, avec ses propres objets, le sein, le mamelon, le lait, l'eau, les mains, les odeurs, etc. La première création fantasmatique aboutie étant la transformation des qualités tactiles en odeurs et sons, voix et paroles, les premiers objets fantasmés sont donc produits à partir du sein, du mamelon, du lait, de la peau, du doigt de la main, etc. La pornographie qui en dérive serait donc peu liée aux objets pornographiques qui circulent, mais plutôt liée aux objets individuels qui ne circulent pas. Une amorce de cette pornographie pourrait être la caractérisation fétichiste de la vie sexuelle individuelle. En général donc, ce type de pornographie est une sorte de pont entre la psychanalyse individuelle et l'imaginaire collectif de la pornographie orale. Jusqu'à maintenant, elle échappait à l'analyse et aux définitions. Troisièmement, la bouche vaginale, produit un différent type de pornographie, elle aussi échappant aux analyses contemporaines des produits pornographiques en tant que tels. En effet, cette pornographie vaginale correspondrait en termes sociologiques à ce qu'on appelle incorrectement érotisme. Le statut épistémologique de la pornographie érotique, ou bien de l'érotisme pornographique, ou encore de l'érotisme tout court, se caractérise par l'effacement du signifiant phallique et par l'intersubjectivité de la dimension psychanalytique. De plus,
c'est justement l'effacement, et non pas le manque, du phallus qui ouvre la dimension intersubjective de l'analyse érotique. La psychanalyse face à l'érotisme n'est pas une théorie sexuelle, mais une pratique du sexe, le dialogue de la séance analytique étant transféré à la relation des corps. La pornographie se présente alors avec le statut épistémologique d'une psychanalyse d'un type particulier. L'oreille, enfin, introduit une dimension proprement symbolique à la pornographie. La pornographie qui, en termes correspondant au stade freudien, est engendrée par l'oreille serait une pornographie essentiellement religieuse ou mythologique quand même, le rapport sexuel courant entre une voix qui commande et un utérus qui écoute. L'épistémologie qui descendrait de cette psychophénoménologie est typiquement religieuse car, en raison de cette hallucination orale, la voix qui prononce le discours fécondant est spirituelle. Cette pornographie dérivant de l'activité auditive partage donc le statut culturel et de savoir-pouvoir de la mythologie et de la théologie. Bouche, anus, vagin et oreille engendrent donc 4 types de pornographie, la première proposant une éthique, la deuxième ayant une dimension imaginaire, la troisième correspondant à une psychanalyse, la dernière offrant des instruments psychophénoménologiques à la théologie et à la mythologie. Avant de considérer les partenaires des bouches, la voix, le nez, la main, la bite, voyons d'un peu plus près les variations imaginaires et les métamorphoses de celles-là. 2. Qu'est-ce qu'une gorge profonde ? Peu importe d'où vient cette blessure ou cette joie. Pour l'amoureux comme pour l'enfant, c'est toujours l'affect du sujet perdu, abandonné, que chante le chant romantique. Le cœur romantique, expression dans laquelle nous ne percevons plus avec dédain qu'une métaphore édulcorée, est un organe fort, point extrême du corps intérieur où tout à la fois et comme contradictoirement, le désir et la tendresse, la demande d'amour et l'appel de jouissance se mêlent violemment. Quelque chose soulève mon corps, le gonfle, le tend, le porte au bord de l'explosion et tout aussitôt mystérieusement le déprime et l'alanguit. Barthes, Le chant romantique, 1977, dans l'Obvie et l'Obtus, 1982/255. Nous trouvons une idée de cet ordre dans Deux cœurs sur un rythme de valse, un film charmant et sans prétention. Un compositeur d'opérette est obligé de composer une valse, du jour au lendemain. L'inspiration ne vient pas. Une jeune fille inconnue lui rend visite. Et l'inspiration arrive avec elle. Le compositeur improvise la valse au piano tandis que la jeune fille la chante. Celle-ci disparaît soudain sans avoir dit qui elle était. Resté seul, il veut écrire la valse. Mais il ne dépasse pas les 5 premières mesures. Il a oublié le reste. Le lendemain, quelqu'un vient chercher sa composition. Elle n'est pas faite. Il a oublié l'air de sa valse et n'a rien écrit. Un seul être au monde s'en souvient peut-être. L'inconnu. Il ne reste rien d'autre à faire que de passer une annonce dans le journal. La jeune fille qui a entendu une valse. Bref, la chanson les réunit tous les deux. Balach, incrustation musicale dans l'esprit du cinéma 1930, 2011/349. L'idée d'un clitoris placé dans la gorge de Linda Lovelace nous induit à supposer que la conscience sexuelle peut bien être déplacée dans le corps et en dehors du corps. Encore aujourd'hui, à distance de plus de 40 ans de sa réalisation, le film produit pour $45 000 par Lou Perry et par son père avec des mafieux de la famille Colombo de New York, et qui gagna $1 million pendant la première semaine d'affiche, s'avère être une source de questions éthiques et esthétiques souvent mésestimées. En premier lieu, la virginité de Linda. Il s'agit bien d'une nouvelle virginité, pareille à celle invoquée et demandée par l'actrice qui est depuis devenue avocat et a milité jusqu'à sa mort avec Catherine McKinnon contre l'industrie du porno, est la condition fondamentale qui dérive du déplacement du plaisir clitoridien. En deuxième lieu, ce qui est effectivement déplacé est le topo de l'orgasme, plutôt que celui du plaisir. Il en résulte qu'il y a dans le corps de Linda une sorte de scission entre les lieux du plaisir et les lieux du désir, cela comportant une intéressante inversion entre la jouissance et la parole, qui sur le plan psychanalytique devrait intégrer ou substituer la jouissance, alors que le clitoris, lieu, point du plaisir de la jouissance, est dans la gorge au lieu de la parole. Si la lettre d'après Lacan lecteur de peau est le phallus manquant dans l'entrejambe de la femme, de la mère en fait, et si donc l'écriture est essentiellement phallique, phallogocentrique d'après Derrida lecteur critique de Lacan lecteur de peau,
Il en dérive qu'il y a une deuxième scission dans le corps de Linda, celle entre les lieux de la voix qui ne sont pas phalliques et les lieux de l'écriture qui sont bien phalliques, là où l'écriture sur le corps est une graphie sur la peau, une pornographie. Encore. Il y a donc dans cette écriture sur la peau, comme un démontage du corps, un démantèlement de l'unité du sujet en faveur du triomphe du détail, la nudité des organes qui voilent l'entièreté du corps se transformant rapidement en discours. Enfin, si l'écriture est phallique et si sa graphie, sa voix en fait transcrite, est pornographique, qu'en est-il du discours des fragments des dits détails? Serait-il forcément, ou d'un autre point de vue essentiellement, pornographique? Est-ce bien la partialité, la fragmentation, le déplacement sinon la virginité renouvelée, la scission des lieux du plaisir du corps qui génère d'après une suggestion psychiatrique Basalia, sociologique, Goffman, esthétique, Glenn Gould, la vision, la perception pornographique? 3. La Vierge Marie et le dahlia noir. Mi piace e sere quella della prima volta. Moana Pozzi dans Justi Moana. 2010/52. In questo passaggio si parla di ducos che ho avuto in comune con Giovanna d'Arco, la voce e la verginità. Peser alcuni anni una voce mi ha parlato, mi ha guidato, mi ha comandato. E al tempo stesso ho voluto, come Giovanna d'Arco, voter la mia verginità finché non fosse accaduto un certo avvenimento. Insomma, come Giovanna d'Arco, in mi voce e verginità erano collegate, l'una giustificava l'altra, l'una s'era perché l'altra. Desideria dans Moravia, La vita interior, 1978, 2010/3. C'est au prix du refoulement de la pulsion et du rapport continu à la mère que se constitue le langage, comme fonction symbolique. Ce sera au contraire, au prix de la réactivation de ce refoulé pulsionnel, maternel, que se soutiendra le sujet en procès du langage poétique pour lequel le mot n'est jamais uniquement signe. Kristeva, D'une identité à l'autre, 1975/161. Tel est l'objet pour la femme d'abord, son double, son image spéculaire. Tout objet retient quelque chose de ce statut, et elle-même est pour soi un objet. Aussi est-elle forcée de le se parfaire, dans la mesure où il ne remplit pas sa fonction, qu'il ne remplit jamais de complément dans l'édification de l'unité du sujet. La femme est ici pour elle-même Pygmalion, et j'ai appelé Pygmalion la jeune femme de 25 ans, mariée et mère d'un petit garçon, qui n'avait d'autre passion que de se refabriquer. Employée modeste, elle avait su trouver les moyens et l'argent pour se faire remodeler le nez et le menton. Mais déjà elle prévoyait que la trentaine allait amener quelques rides. Elle décida donc de le prévenir et de retourner dans une clinique pour les paupières et le cou, ce qu'elle fit. Mais elle ne s'arrêta pas là. Quelques années plus tard, elle n'avait plus un pouce de cartilage, ni même 1 centimètre de peau d'origine si j'ose dire. C'est alors qu'elle partit pour l'étranger avec sa nouvelle figure. Elle espérait sans doute recommencer ailleurs, incognito. LEMOINELUCCIONI, le double, dans Partage des femmes 1976/162. Quand, à quelle heure du jour, d'un jour quelconque, la pornographie est-elle devenue du cinéma? Et comment et pour quelle raison Elizabeth Short devient-elle la Black Dahlia? En assumant aussi le corps féminin et l'envergure sociale du riche et impitoyable magnat de la nouvelle Ella, Madeleine Linscott? Se laissera-t-elle, la jeune Elizabeth, conduire, séduire, inséminer, et ensuite jeter dans les égouts à la seule fin d'avoir une famille? Reviendra-t-elle, sous le nom de Betty Helms en jouant la déesse vengeresse, Diane, lesbienne maternelle, contre le système visuel mono-esthétique et synesthésique des movies qui a détruit, ou au moins colonisé, exproprié, banalisé, la pornographie synesthétique de la plénitude des sens? Cherchera-t-elle, la dite Elizabeth Short Betty Helms Betty Page, en parcourant à rebours le Mulholland Drive nocturne, dans une vision eastwoodienne, d'un Clint lecteur de Capra du couple amoureux constitué sur la route, une nouvelle famille, avec donc un plus de jouir par rapport au cinéma? C'est justement dans cette contradiction oppositive entre cinéma et famille la racine d'une nouvelle forme de religion anti-pornographique qui, dans la crise du plus de jouir, sociale, économique, sociologique, de la famille occidentale de tradition chrétienne, retrouve peut-être les moyens d'action d'une culpabilité ancestrale, celle de la horde darwinienne freudienne qui mangea l'un des pères pour gagner un plus de jouir qui reste entièrement familial. Que manquait-il à la famille chrétienne, que,
Quelle chose désirait-elle pour s'en sortir de l'assassinat du père? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.